Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas qui a fait pas mal de bruit dans le monde du développement, l'affaire Google Antigravity. En s'appuyant sur l'analyse de Didier Tarmina, publiée en avril 2026, on va voir ensemble comment un outil qui se présentait comme une révolution a fini par incarner une stratégie commerciale, disons, assez agressive et qui a brisé une confiance qui était pourtant bien là. Alors voilà la question qui résume parfaitement tout le problème. On va la garder en tête, elle va nous servir de fil rouge pour comprendre cette escalade tarifaire et surtout la rupture de confiance qui a suivi. Allez, revenons au tout début de l'histoire. Pour bien comprendre, il faut revenir à la promesse de départ. Antigravity, ce n'était pas juste un petit assistant de code. Non, Google le présentait vraiment comme un environnement de développement complet. L'atelier du développeur, mais entièrement repensé autour de l'IA. Toute la philosophie était Agent First. L'idée, c'était de pouvoir déléguer des tâches complexes à des agents IA autonomes. Sur le papier, c'était une vraie révolution. Et l'offre de lancement, en novembre 2025, était tout simplement irrésistible. Imaginez un peu, c'était totalement gratuit. Et ça donnait accès aux modèles d'IA les plus puissants du marché, y compris le très très cher Claude-Opus. En plus de ça, Google parlait de quotas très généreux, sans donner de chiffres. Forcément, ça a créé un engouement immédiat et massif. Mais l'euphorie n'a pas duré très longtemps. Assez vite, en fait, la belle promesse a commencé à se fissurer. C'est là que les choses commencent vraiment à déraper et que la confiance des développeurs commence elle aussi à s'effriter. Regardez cette chronologie, c'est assez parlant. En à peine 4 mois, le service est complètement métamorphosé. On part de la gratuité totale en novembre. En janvier, hop, un premier plan payant fait son apparition. Puis, dès février, en douce, les quotas pour le modèle Claude sont réduits. Et rebelote en mars, autour de Gemini. L'escalade a été incroyablement rapide. Et le truc, c'est que dès l'introduction du plan payant, Google a entretenu un flou artistique. Les conditions d'utilisation parlaient de quotas élevés, généreux ou significatifs, que des adjectifs, mais jamais de chiffres concrets. Avec le recul, on comprend bien que cette imprécision laissait la porte grande ouverte à n'importe quel changement, sans avoir à se justifier. Et bien sûr, ces changements ont eu un impact brutal. On touche là au cœur du problème. Cette réduction massive des quotas a tout simplement paralysé le travail de milliers d'utilisateurs qui, eux, avaient déjà fait d'Antigravity leur outil principal. Pour vous donner une idée de la violence de la chute, c'est juste hallucinant. Un développeur a partagé les chiffres de son utilisation. Son quota par semaine est passé de 300 millions de tokens, ce sont les unités de calcul pour l'IA, à peine 9 millions. Faites le calcul, c'est une division par 33. Du jour au lendemain, sans aucune communication. Et dans la vie de tous les jours, ça a donné des situations complètement dingues. Ce témoignage d'un abonné qui payait, il est assez parlant. J'ai atteint mon plafond en moins de 20 minutes, puis j'ai été verrouillé pour les 167 heures suivantes. Imaginez un peu, vous payez pour un outil et il devient inutilisable pendant près d'une semaine entière après seulement 20 minutes. Et la gestion de crise, ou plutôt son absence, a mis de l'huile sur le feu. Le pire, c'est que non seulement Google est resté silencieux, mais quelqu'un a fouillé dans les archives du web et s'est rendu compte que l'entreprise avait carrément effacé la mention d'un renouvellement des quotas toutes les 5 heures de ses propres conditions. Changer les règles après coup, en douce, ça a été perçu comme une véritable manipulation. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que cette histoire, ce n'est probablement pas un simple accident de parcours. En fait, ça ressemble beaucoup à une stratégie commerciale bien huilée, une sorte de marque de fabrique chez Google. Cette stratégie, elle a un nom, c'est le bait and switch, la technique de l'appât et du changement. Le principe est très simple. D'abord, on vous attire avec une offre super alléchante, gratuite, généreuse, c'est l'appât. Et une fois que vous êtes accro, que l'outil fait partie de votre quotidien, on change les règles du jeu. Et là, l'offre devient soudainement beaucoup moins avantageuse. Et ce schéma en 3 étapes, c'est un classique qu'on a déjà vu avec d'autres services Google comme Maps ou Workspace. Étape 1, l'adoption. On lance un truc gratuit pour que tout le monde se jette dessus. Étape 2, la dépendance. On laisse le temps aux gens de bien intégrer l'outil à leurs habitudes de travail. Et enfin, étape 3, la monétisation agressive, une fois que tout le monde est devenu captif. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au-delà de la facture, c'est la confiance qui est durablement brisée. Et la question maintenant, c'est que faire pour les développeurs qui avaient tout misé sur cet outil ? Heureusement pour eux, il existe des alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est que les concurrents comme Cursor, Windsurf ou Claude Code ont bien compris le filon. Leur principal argument de vente aujourd'hui, c'est justement la transparence. Eux, ils affichent clairement leur quota. C'est une réponse directe à la frustration générée par Google. Parce qu'il faut être clair, le vrai problème, ce n'est même pas la facture à la fin du mois. Ce que les développeurs ont ressenti comme une véritable trahison, c'est le mépris de tout le temps et l'énergie qu'ils ont investi. Changer d'environnement de travail, réapprendre à faire les choses, reconstruire ses habitudes,
Ça coûte bien plus cher que quelques dizaines d'euros. Et du coup, on termine sur ce dilemme vraiment brutal qui se pose maintenant aux utilisateurs d'Antigravity. Rester et payer une fortune, acheter des crédits à l'aveugle sans trop savoir ce qu'ils valent, ou alors tout laisser tomber et tout reconstruire ailleurs. C'est un choix cornélien qui va laisser des cicatrices, c'est certain. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.